vidéo, on va parler de cet épisode kiffant, l'épisode 5 de la série Dérapage. J'ai kiffé parce que non seulement en l'espace de quelques heures, en moins de 24 heures je crois, ils nous ont activé les sous-titres, mais j'ai aussi adoré le jeu d'actrice de Abby Diallo qui était juste... On va développer dans cette vidéo. Et puis on a eu l'apparition de Raissa et Kumba et KFS. Non mais j'ai trop aimé. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV. Moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Bon les gars, on va pas parler chinois, on va passer directement à l'analyse de cet épisode. Commençons tout de suite par Bira. Bira, comme on s'y attendait, souffre donc d'une amnésie post-traumatique. Je m'en doutais parce que sinon ça allait être trop facile quoi. Il faut bien maintenir le suspense concernant Bokar. Abby et lui s'estiment beaucoup en ce moment, donc peut-être que Bokar va vouloir tenter sa chance, surtout que dans les épisodes précédents, il disait déjà qu'en ce moment il s'embrouillait avec sa femme et tout. Donc qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Bokar va tenter sa chance avec Abby? Ça compliquerait les choses, tu vois, surtout si Abby décide finalement de se remettre avec Bokar, à condition qu'il divorce bien sûr, mais Abby l'estime et il est très présent dans sa vie. Les choses risquent vraiment de se compliquer si Bira ne retrouve pas la mémoire rapidement. Dans cette vidéo, bien sûr, on va beaucoup parler de l'attention aux détails par rapport à cet épisode 5. Je pense que la plupart d'entre vous ont remarqué l'omniprésence du rouge dans cet épisode, mais la couleur rouge était vraiment partout. On la retrouve sur le sac de Abby, le haut de Bira. Sur le sac de Bira aussi, il y a un peu de rouge. Le téléphone de Abby, le vernis de Raissa, la cravate de l'avocat aussi, elle était rouge bordeaux. Chez la mère de Raissa, c'est vraiment le festival du rouge. C'est un carnaval de rouge. On l'a vu aussi sur le téléphone du mari de Yafatou, Bara. Ainsi que sur la robe de Abby. Il y avait vraiment beaucoup de rouge dans cet épisode. Vu comment les choses évoluent, vu comment l'intrigue se développe jusqu'ici, on va plutôt considérer la symbolique négative du rouge. Le rouge qui symbolise le danger, toutes les choses négatives. C'est une couleur très puissante et très agressive qui est utilisée dans beaucoup de marques même, parce que le rouge a beaucoup d'effets sur l'être humain. Ça augmente la fréquence cardiaque, ça augmente la tension, même notre tension. Donc à mon avis, beaucoup de tension à venir dans cette série. Et en regardant cet épisode, cette couleur rouge m'a vraiment poussé à me focaliser, à rester concentrée. J'étais comme ça du début à la fin. Pas seulement à cause de l'excellent jeu d'acteur, ni à cause des moments de tension, par exemple avec Raissa et tout ça, mais aussi à cause de la couleur rouge, parce qu'elle était présente sur des objets significatifs. Mon œil était tout de suite attiré vers le rouge, parce que c'est une couleur très agressive à utiliser avec modération, tu vois. Même la Starlet, la voiture phare de cette série, est rouge, donc ce n'est vraiment pas fait au hasard. C'est fait exprès pour augmenter notre tension. Inconsciemment, notre heartbeat augmente quand même. On a la pression en regardant Dérapage saison 2 là. Alors revenons à cette première scène avec Bira qui était donc allongée sur le lit avec Abby Diallo, l'inspecteur, et le docteur. Cette scène était vraiment très bien réussie parce qu'ils ont fait attention à plein de détails intéressants. En commençant par la perfusion qu'utilisait Bira. Une perfusion de chlorure de sodium qui était déjà bien descendue, qui était aussi une indication dans le temps. Ça nous démontrait très clairement que ça faisait un bout de temps que Bira était dans cette chambre, qu'il était bien sous traitement, bien sous surveillance aussi, parce qu'à chaque fois qu'une perfusion se termine, il faut toujours la changer. Donc les docteurs passent quoi, ils font leur ronde. C'est vraiment des petites choses comme ça qui rendent un film ou une série très réaliste. Il ne suffit pas de mettre en scène un personnage sur un lit d'hôpital pour nous faire croire qu'il est malade. Il faut aussi accessoiriser avec des figurants comme des docteurs, des acteurs, ou bien de l'accessoire comme des perfusions par exemple. Il y a même des métiers qui se créent comme ça, accessoiriste cinéma. C'est hyper important de faire toujours attention aux détails. On remarque aussi que Bira a donc changé de chambre, ce qui indique aussi qu'il va mieux, parce que dans l'épisode précédent, il était mal en point, connecté à plein de machines,
morphine, presque comme sous assistance respiratoire. Mais là, on remarque que les choses vont mieux. La chambre a changé, son lit a changé, son état n'est plus critique. Il aurait même pu changer sa position en jouant cette scène. D'abord, on le voit allongé en mode il essaye de se souvenir des événements. Et ensuite, on change un peu la dynamique. On nous montre Bira en mode assis sur le lit, toujours faible, mais au moins juste assis avec son bandage pour nous montrer la guérison progressive, quoi. Tout ça pour dire que la convalescence a été très bien mise en scène. On enchaîne ensuite avec ma scène préférée de cet épisode, la scène entre Abi Diallo et l'inspecteur. Oh my goodness, non mais le jeu d'acteur des deux était juste énormissime, j'ai trop kiffé. De toute façon, depuis la première saison, cet inspecteur-là, je l'avais tellement kiffé. Alors, par rapport à cette scène, on pouvait tout de suite deviner que dès que Abi a fermé cette porte, elle aurait été sur la défensive. Excellent travail au niveau du body language aussi, des deux acteurs. On remarque très clairement qu'il y en a un qui a un langage corporel ouvert et l'autre fermé. Abi arrive en mode, elle croise tout de suite les bras. Dès qu'on voit ça, on se dit bon bah c'est mort pour l'inspecteur. Abi n'est pas du tout prête à coopérer. Le croisement des bras, c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. La reine des bras croisés, c'est Dalanda Lopez. Et puis Mère Soda, elle n'est pas mal non plus. C'est considéré comme un signe d'autorité, un signe qui est très agressif aussi, un signe très menaçant. C'est toujours lorsqu'on est sur la défensive ou lorsqu'on est très méfiante qu'on se braque comme ça. Et pendant ce one-to-one, ce face-à-face, de l'autre côté, on a donc l'inspecteur qui essaye de calmer les jeux avec son body language aussi. On remarque qu'il fait ça avec ses mains et il dit OK, comme s'il essayait de redescendre la pression de Abi. Et puis ce mot OK qui signifie all correct, all is correct, aide aussi à faire descendre la pression. Donc ça va, calme-toi, ça va aller, d'accord, ok. Il lui dit aussi déglouman en Wolof, genre déglouman. Écoute-moi, toujours en faisant ça, en restant ouvert, en essayant de redescendre la pression. Il s'y prend plutôt pas mal pour essayer de calmer Abi. C'est très professionnel. C'était vraiment une belle scène. J'ai adoré le jeu d'actrice de Abi Diallo. Franchement, personne d'autre que cette actrice n'aurait pu jouer ce rôle. Ça lui va comme un gant. Et l'inspecteur aussi, c'est mon gars. Je l'aime trop. On enchaîne ensuite avec la scène entre Kumba et Efes et Raissa. Oh my goodness, non. On dirait que le dialogue entre Abi et l'inspecteur nous préparait pour cette scène. Parce qu'après ça, ma tension était déjà élevée, quoi. Le seul regret que j'ai eu par rapport à cette scène, c'est d'avoir regardé la bande-annonce. Parce que dès qu'on nous montre cette scène, j'ai tout de suite deviné que c'était Raissa qui était à côté. Donc son reveal n'était pas trop surprenant pour moi, mais c'était tout de même archi bien joué. Très charismatique, Raissa. J'ai kiffé le fait qu'elle portait ce hoodie là en mode gangsta gang. On la cache et puis on la révèle à la dernière minute. C'était vraiment épique. Par rapport à la mise en scène, c'était excellent aussi parce que on sait très bien qu'ils sont pas allés dans une vraie prison pour tourner cette série, mais il y a quand même un truc hyper intéressant qu'ils ont fait, qui a joué avec notre subconscient. C'était l'ombre. Ils ont utilisé l'ombre pour représenter la prison, les gars. L'ombre de la fenêtre qui était sur le mur derrière le directeur de la prison symbolisait les barreaux de la prison. C'est vraiment excellent de voir comment ils ont joué avec les éléments pour donner cette ombre là, avec ce directeur qui était très imposant, qui était autoritaire, qui se tenait vraiment devant cette prison, ce qui représentait vraiment son autorité et sa place dans la prison, quoi. C'est lui qui gère les gens qui sont derrière les barreaux. Donc excellent jeu de lumière pour nous pousser à faire penser à la prison. D'autres indices plus évidents, bien sûr, c'était les tenues oranges, les tenues de prisonnières, et puis la gardienne de prison qui était une femme et qui nous rappelait que nous sommes dans une prison pour femmes. Dis-moi dans les commentaires si tu avais remarqué tous ces indices. Est-ce que c'est une scène qui t'a plu? Quel effet ça t'a fait de revoir Raissa? Raissa a donc manigancé un plan parfait pour avoir un téléphone. Et franchement, visiblement avec l'avocat qu'elle a, Raissa ne peut compter que sur elle-même pour se sortir d'une telle situation. L'avocat est représenté comme quelqu'un d'âgé, fatigué, qui arrive en retard. Il a peut-être exercé ce métier pendant longtemps, mais maintenant ce n'est plus trop ça, quoi. On aurait tendance à se demander, mais
Pourtant, Raissa, elle a de l'argent quand même. Pourquoi elle s'est pas pris un avocat meilleur que ça? Mais apparemment, elle est en train de perdre sa thune en ce moment. Hein. Déjà, la maison de sa mère va être hypothéquée. Raissa est vraiment au fond du trou là. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Comment est-ce que son incarcération, les histoires de drogue ont eu un impact direct sur ses finances? Sûrement qu'elle utilise tout son argent en ce moment pour essayer de se sortir de la situation. Elle paye des avocats. Raissa, c'est quelqu'un qui avait le bras long. Elle avait beaucoup de filles qui travaillaient pour elle et tout ça. Donc, je m'attendais vraiment à ce qu'elle ait un avocat assez puissant. Peut-être que c'est juste une mauvaise impression. L'avocat n'est pas si fatigué que ça. On verra bien par la suite. J'aimerais beaucoup mieux comprendre comment est-ce que Raissa a perdu son argent. On sait que bon, Bachir lui avait pris de l'argent, mais il ne l'avait pas ruiné, non? Si je me souviens bien. Dis-moi dans les commentaires. Hein. Elle avait quand même un peu de thune encore, Raissa. Hein. Pour l'instant, elle a l'air d'avoir tout perdu, en tout cas financièrement. Elle a l'air de tout perdre en ce moment financièrement. Enchaînons avec Babo et la bonne Amina. C'est moi ou cette bonne a l'air un peu trop cultivée pour être bonne. Je sais pas. Amina a l'air beaucoup trop cultivée pour cet emploi. Bon, je dis pas que les bonnes sont pas cultivées, hein. Mais je sais pas, c'est presque comme si elle était là pour autre chose, quoi. Dans cet épisode, elle est représentée comme quelqu'un qui a une grande intelligence émotionnelle. Elle comprend tout de suite ce qui se passe avec Babo. Elle lui donne des conseils même. Elle arrive à le calmer et ça y est, hein, maintenant je les veux ensemble. Ils sont trop choux. Cette scène était très mignonne et elle m'a donné l'impression que cette bonne était là pour autre chose, quoi. Lorsqu'elle lit le courrier pour la mère de Raissa, on comprend qu'elle a un peu de notion en droit quand même. Elle s'y connaît en droit. Elle comprend tout de suite ce qui se dit dans cette lettre. Sincèrement, je l'ai vraiment trouvée très cultivée, comme si elle n'avait pas sa place dans cette maison, quoi. Bon, elle nous a expliqué un peu pourquoi elle était là. C'est elle qui doit nourrir sa famille. Sa famille a perdu le breadwinner de la famille. Donc c'est elle qui a endossé ce rôle. On apprend aussi qu'elle fait des études et qu'elle n'a pas le temps pour pleurer. Cette bonne Amina là, je pense qu'il va falloir qu'on prête beaucoup plus attention à elle. J'espère que ça ne va pas seulement se résumer à une histoire d'amour entre elle et Babo. Le titre de cette série, c'est quand même Dérapage avec un S, donc j'aimerais beaucoup que ça s'applique aussi pour d'autres personnages de la série, autres que Abi Diallo et Bachir. Ardo et Makoura. Alors ce face-à-face, je sais pas pour toi, mais je trouve qu'il aurait pu être un peu plus intense. On remarque quand même qu'ils ont fait un très beau travail au niveau du montage pour essayer de dynamiser tout ça. Ils nous ont montré plein de plans, donc c'était très intéressant, c'était très dynamique au niveau du montage. Mais par rapport au dialogue, ça avait l'air un peu slow pour moi. Je sais pas si ça t'a fait le même effet. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que les gens donnent beaucoup d'ordres à Ardo. Hein. Tu as 4 heures, prends ton téléphone et tu te mets au travail. Cet acteur a tellement une tête charismatique que j'aurais kiffé qu'on lui donne un rôle, tu vois. Mais depuis le début, là, il se fait balader de gauche à droite. Non, tu fais ça, t'as 4 heures. Nanana. C'est chaud pour lui. Si c'est pas sa femme qui lui donne des ordres, c'est Carl. Si c'est pas Carl, c'est Makoura, quoi. Il est carrément écrasé, contrairement à la première saison où il avait vraiment une position élevée. Il avait l'air beaucoup plus influent que ça. Même lorsqu'il était représenté à la caméra, on le représentait toujours en hauteur, très charismatique. Nugai est en train de fixer un rencard entre son frère et sa copine. Hein. C'est bon, on a vu dans ton jeu, Nugai. On a vu dans ça. Donc elle va utiliser le prétexte d'une balade entre frères et sœurs pour insérer sa copine. J'espère juste que Yafatou ne va pas tomber par hasard sur son mari et cette copine. Hein. Nugai risque d'arranger tout ça et de laisser Bara avec sa pote, quoi. En tout cas, Binette l'aurait prévenu. Hein. Binette, la meilleure amie que tout le monde devrait avoir. Ils ont vraiment réussi le casting de Binette. Hein. C'est limite, on a l'impression qu'elle est exactement comme ça dans la vraie vie, avec un grand cœur, tu vois. Une amie très dévouée et tout. Elle a vraiment un visage qui aspire confiance. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, j'ai déjà fait une analyse par rapport aux formes dans le cinéma et dans cette analyse-là, je parle de comment est-ce qu'on pouvait tout de suite deviner dès la première saison que Binette allait être une amie de confiance. J'aimerais beaucoup tout de même qu'on plonge encore plus dans la vie de Binette. Bon, on sait qu'elle s'est fait avoir par des hommes, elle ne fait plus confiance aux hommes. On nous a même présenté son ex dans le dernier épisode de la première saison, mais j'aimerais bien en savoir plus. Quelque chose de plus que ça, à part son manque de confiance aux hommes, quelque chose qui expliquerait pourquoi elle ne veut pas se caser,
pourquoi elle est aussi superficielle, aussi joviale tout le temps. Ça cache parfois des choses, hein. C'est parfois seulement des facettes. Peut-être que Binette est la plus brisée dans cette histoire. Ce serait cool un petit flashback par rapport à Binette qui nous expliquerait aussi pourquoi est-ce qu'elle a été attirée par Abi Diallo, hein, parce que ce sont deux femmes complètement différentes et pourtant elles sont amies depuis qu'elles sont petites, quoi. Cette scène était une très belle scène de complicité entre les filles mais aussi avec leur maman. La mère qui reste vraiment le pilier de cette famille. On le voit même à la position des personnages, hein. Elle est restée assise vraiment au milieu pendant que les filles se chamaillaient par rapport aux places. Lorsque Lia, Fatou et Binette sont allées à la cuisine, elles sont revenues, la maman était toujours au milieu. Le fait qu'elle portait cet habit avec plein de couleurs et que les filles avaient des habits avec des couleurs uniques nous indiquait aussi que ces filles peuvent toujours compter sur elle, quoi. Cette maman occupe une place très importante dans leur vie, hein. Alors pendant leur conversation, elles ont quand même parlé mariage, hein. Donc la maman a taquiné Binette et puis Lia, Fatou a dévoilé à sa mère que les filles disaient qu'elle n'allait jamais se marier. Du coup, on pense un peu à la vie amoureuse de la maman, hein. La maman qui est très bien comme elle est, elle veut juste s'occuper de ses enfants et pourtant elle aussi elle a droit à l'amour, hein. J'ai l'impression qu'il y aura un moment où elle aussi elle pourra compter sur le soutien, sur les conseils de ses filles, hein. Trop hâte de voir sa réaction lorsqu'elle va rencontrer Makoura du coup. Alors l'épisode termine donc avec Raissa et Fess qui se sont fait surprendre. Enfin, il y a quelqu'un qui est entré dans les toilettes, quoi. Je me demande vraiment comment est-ce qu'elles vont s'en sortir. Fess va devoir entrer en jeu, peut-être arracher le téléphone vite fait, parce que là elles ne peuvent plus faire semblant de se bagarrer, hein. Le directeur de la prison avait dit que s'il entend encore un mot, c'est fini pour elle, hein. Déjà Fess, il ne lui reste que quelques semaines avant sa sortie de prison et Raissa, c'est l'isolement direct, hein, au moindre dérapage. Donc ça se complique. Dis-moi dans les commentaires, toi, à ton avis, comment est-ce que Fess et Raissa vont se sortir de cette situation? Est-ce que Raissa va cacher le téléphone? Est-ce qu'elle va le balancer quelque part dans les toilettes et revenir le chercher après? Dis-moi dans les commentaires et je te retrouve très bientôt dans la prochaine analyse. Stay safe and stay blessed. Bye.